Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous écoutent sur RTI. C'est Sasa qui vous accueille pour la seconde partie de l'entretien avec l'architecte Xie Yingjun. Si vous avez écouté la première partie mercredi dernier, vous savez qu'il s'agit d'un architecte hors du commun, car depuis le grand séisme qui a frappé Taïwan en 1999, il consacre sa vie à la reconstruction des villages avec les habitants après les catastrophes à Taïwan, en Chine, mais aussi aux quatre coins du monde. Sa méthode a fait ses preuves, il fournit la structure en acier et apprend aux villageois comment la monter. Et pour les murs, le remplissage se fait avec les matériaux que l'on trouve sur place, souvent des matériaux naturels comme la terre ou le bambou. Nous retrouvons donc Xie Yingjun autour d'un thé sous le tarp qui lui sert de bureau en plein air dans la communauté des autochtones Thao où il habite non loin du lac du Soleil et de la Lune. On dirait que dans votre vie, il y a un avant et un après le séisme du 21 septembre 1999. Que faisiez-vous avant ? À l'époque, je construisais des usines de semi-conducteurs. Et pourquoi avez-vous changé de direction après ce séisme ? C'est Dieu ou les esprits qui m'ont amené ici. C'est l'un des avantages de Taïwan. On peut très vite bifurquer, ce qui ne serait pas possible en Chine. Ah bon ? Et pourquoi ? Parce que le gouvernement est trop puissant. Taïwan est plus libre. Oui, il y a la liberté, mais ça ne veut pas dire que la société nous accepte pour autant, car on est trop pionnier. En Chine, nous avons construit en 2006 des maisons dans le Henan avec une coopérative. À l'époque, c'était considéré comme illégal. Mais maintenant, 20 ans plus tard, c'est devenu une politique promue par le gouvernement. Nous étions en avance. Les gouvernements n'ont peut-être pas conscience de l'importance de ce que vous faites, mais vous ne pensez pas qu'ils seront obligés à un moment, quand l'énergie ne sera plus aussi abondante et bon marché, par exemple ? Il y aura des problèmes sociaux, c'est difficile à dire. Nous parlons de problèmes si vastes, alors que nos vies sont si courtes. Après le typhon Morakot en 2009, nous avons aidé 13 villages, environ 800 familles autochtones dans le centre et le sud de Taïwan, avec l'aide de l'ONG World Vision. De nombreux villages autochtones se trouvent encore dans des zones à risque, parce que les Japonais les ont souvent déplacés au creux des vallées, dans des zones inondables. Après le typhon Morakot, certains autochtones ont voulu retourner là où habitaient leurs ancêtres, dans la montagne. Oui, pour des raisons de sécurité et parce que c'était la terre de leurs ancêtres. Mais le gouvernement ne les aide pas. Donc vous pensez que ce serait mieux de déplacer les villages autochtones qui sont dans les zones à risque ? Oui, vers des endroits plus sûrs. Mais ce serait difficile de les convaincre de déménager. Il faut les écouter. Ils savent où c'est le plus sûr pour eux. Mais il y a d'autres facteurs qui entrent en compte. Par exemple, en plaine, ils sont plus près des écoles et des hôpitaux. Il y a aussi le problème de l'accaparement des terres des autochtones par le gouvernement. Autre chose que nous faisons, c'est promouvoir les toilettes sèches en Chine. En Europe, il y en a de plus en plus. Ça nécessite de changer les habitudes, la manière de vivre. Ça fait 20 ans qu'on parle des objectifs de développement durable des Nations Unies, mais les toilettes sèches que nous faisons, ça ne marche bien à grande échelle qu'au Tibet ou en Mongolie parce que les habitants manquent d'eau. À Taïwan, il n'y en a pas encore beaucoup, mais il y a des gens qui s'y intéressent dans le domaine du design en permaculture, par exemple.
Oui, nous les connaissons, mais changer les habitudes, c'est très difficile. Commencer par l'alimentation, ça marche mieux que par l'architecture. C'est pour ça que je le répète, être au chômage est une opportunité. Les banques ne prêtent pas d'argent aux chômeurs, mais je pense que les gouvernements devraient les rémunérer pour qu'ils construisent leurs maisons. Ça réglerait le problème du chômage et permettrait de construire de manière écologique. En plus, ça ne serait pas cher avec notre méthode. Allez, avec par exemple ce qu'on gagne en un an, disons 500 000 dollars taïwanais, 14 000 euros environ, ça suffirait pour construire soi-même un logement de 50 mètres carrés. Il faudrait juste que le gouvernement investisse et mette le terrain à disposition. En Chine, le gouvernement pourrait aussi laisser les chômeurs s'installer dans les villes fantômes qu'il pourrait réaménager grâce à notre méthode. À l'intérieur de la structure en béton armé, les habitants peuvent construire et aménager à leur guise. C'est un projet qu'on a à Shenzhen en Chine. Et le gouvernement chinois a accepté? Non, on a répondu à l'appel d'offres, mais le gouvernement a refusé. Là, ce sont d'autres projets en Bolivie et à Djibouti avec le remplissage des murs en terre. Est-ce que vous avez aussi des projets de réhabilitation? Car il y a pas mal de bâtiments à l'abandon à Taïwan et dans d'autres pays. On peut en effet démolir les vieux murs, garder la structure et reconstruire ce qui doit être rénové. C'est quelque chose que pourraient faire les chômeurs. À Taïwan, il n'y a peut-être pas assez de chômeurs, contrairement à l'Europe. Oui, c'est vrai, mais en Europe, il y a déjà assez de logements. Et Taïwan ne manque pas non plus de logements. Oui, mais ce ne sont pas ceux des chômeurs. En fait, c'est surtout en Chine que ce serait pertinent. Je me rappelle quand j'étais petite, j'ai demandé à ma mère en Alsace pourquoi on ne construisait plus de maisons en colombage comme autrefois. C'était vraiment beaucoup plus beau que les maisons en béton. Et elle m'a répondu que construire des maisons à colombage, ça demande beaucoup de main-d'œuvre et comme c'est trop cher, on ne le fait plus. Je trouve que c'est dommage. Laisse-nous faire, on est très bon pour ça. C'est triste de voir qu'on ne construit plus comme ça et qu'en même temps, il y ait tellement de chômeurs. Ce monde marche vraiment sur la tête. En Chine, par exemple, nous avons construit des maisons dont les murs sont en terre allégée, de la terre mélangée à de la paille que l'on entasse entre deux filets en métal. C'est beaucoup plus facile que les colombages et ça demande moins de main-d'œuvre. J'avais appris la technique de la terre allégée, light straw clay, mais dans des coffrages en bois. C'est plus contraignant à installer qu'un filet en métal. Oui, et en plus, tu peux directement appliquer un enduit terre ou un enduit chaud sur ces filets qui servent de trame. C'est pas cher et c'est simple. Ça résoudrait le problème du chômage, de logement et c'est écologique. Ça semble idéal. Oui, ça fait rêver. Et ça ne demande pas beaucoup de main-d'œuvre. Mais le plus difficile à construire, ça reste le toit, non? C'est pas si compliqué. On peut le faire aussi avec un filet et un remplissage en terre allégé. C'est plus facile qu'un toit en bois. Et vos fondations, elles sont faites comment? De la manière la plus simple. Des fondations en bande pour soutenir les murs porteurs. C'est pas cher non plus. Par exemple, ici, sur cette photo, c'est un projet au Népal. Pour 2000 dollars par famille, nous avons fourni la structure en acier et nous leur avons appris à l'assembler. Ils ont ensuite rempli les murs avec de la terre. On est retourné là-bas l'an dernier pour voir. Ils ont utilisé de la tôle. Oui, ils utilisent ce qu'ils ont sous la main. Là, c'est un autre projet, en zone rurale en Chine. Et là, c'est un projet en Suisse, des maisons neutres en carbone. C'est une manière de promouvoir cette manière de construire
car sinon, les maisons en terre ne donnent pas trop envie aux gens. Faisons une petite pause pour boire du thé. C'est l'occasion de partager avec vous le témoignage de Dodo, une jeune Taïwanaise qui a travaillé avec Xie Yingjun il y a quelques années, que j'ai rencontrée sur un autre chantier. Je lui ai demandé comment c'était de travailler avec lui. Je pense qu'il est très fort pour présenter des super projets comme s'ils allaient se réaliser là, devant nos yeux. C'est pour ça qu'il attire de nombreux jeunes stagiaires et collaborateurs. Mais dans la réalité, au quotidien, le travail n'est vraiment pas facile. On est très sollicité et ça ne s'arrête jamais. On s'y habitue, mais sur la durée, ça fatigue. Toutefois, ça fait aussi tout l'intérêt de collaborer avec lui. Mais on dirait qu'il vit lentement, du coup c'est son équipe plutôt qui travaille. On a l'impression qu'il vit lentement, mais ce n'est qu'une impression. On travaille en pleine nature, près du lac du Soleil et de la Lune, mais on doit résoudre des problèmes concrets. Par exemple, concernant un complexe de logements sociaux en Arabie Saoudite, que ce soit en ligne ou en allant sur place. Il y avait vraiment un sens de l'urgence. Mais je pense qu'en travaillant avec Xie Yingjun, on se rend compte que l'architecture, c'est simplement l'interface entre les humains et la nature sous la forme d'un abri. J'ai compris aussi l'importance de travailler avec les communautés. Ce que peuvent faire les architectes après une catastrophe naturelle, c'est en réalité assez limité. Ce qui importe, c'est d'utiliser notre savoir pour renforcer les capacités des gens sur place, afin qu'ils puissent prendre part à la reconstruction de leur village. Sur ce point-là, cette expérience m'a vraiment beaucoup apporté. J'ai vécu sous cette bâche plus d'une vingtaine d'années. Mon bureau, c'est ici. C'est un tarp de l'armée américaine. C'est du solide. Est-ce que vous pensez que le changement de mentalité pourrait commencer par les facs d'architecture ? Il le faudrait. Et vous avez fait des présentations dans des universités ? Oui, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de mes espérances. Le mieux, c'est que des étudiants viennent ici en stage et mettent la main à la pâte. C'est sûr que c'est pas pareil que regarder des PowerPoint. Cette année, j'ai un peu moins de stagiaires, mais avant, j'en avais une vingtaine, des étudiants en architecture, et ils mettaient tous la main à la pâte. Ça rentre dans la mémoire corporelle. Je me souviens d'un projet au village d'artistes de Taipei avec Marco Casagrande. Les seuls étudiants qui osaient s'emparer d'un outil pour aider étaient ceux qui avaient fait un stage ici. Les autres étudiants avaient du mal à passer de la théorie à la pratique. C'est important pour la construction en terre. Il faut accepter de se salir. Et est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer la loi pour promouvoir les constructions plus écologiques ? Certaines normes ont été intégrées à la loi pour verdir les bâtiments, mais c'est vraiment le minimum. Les contraintes sont très basses. Bien sûr, c'est déjà mieux que rien, mais ça ne change pas grand-chose. Parfois, la loi est d'ailleurs très contraignante pour pouvoir construire en matériaux naturels, qui sont pourtant les matériaux les plus durables. Oui, par exemple en Chine, on n'a plus le droit d'utiliser les anciennes briques rouges. Selon la loi, seules celles qui sont produites récemment, selon certains standards, sont autorisées. Mais les anciennes briques sont probablement plus solides. Oui, mais la loi n'en a que faire. Et ça peut mettre des bâtons dans les roues de certains projets. Mais du moment que les briques ne sont pas porteuses et que c'est par exemple une structure en acier comme on le propose, on peut réutiliser ces anciennes briques en remplissage pour les murs. Il semble qu'à Taïwan, la terre en remplissage, c'est possible aussi. Oui, par exemple, une structure porteuse en acier, la terre en remplissage, ça passe. Ce serait trop compliqué de faire des tests pour permettre qu'un mur en terre soit porteur.
Donc si je me souviens bien, le village dans lequel nous sommes, Itathao, a été construit après le grand séisme de 1999 avec les habitants et de manière très rapide avant que le gouvernement ne réalise, si je me souviens bien, c'est ça ? Oui, on a construit en 3 mois. Ces maisons étaient censées être temporaires, or elles sont devenues permanentes. Est-ce que les gens se sont plaints ou ont voulu des maisons en béton par la suite ? Parfois, mais ce qui est vraiment important à leurs yeux, c'est que l'âme de leurs ancêtres est ici. Chaque famille a un panier qui symbolise l'âme de leurs ancêtres. Nous avons organisé le village en fonction des cérémonies avec ces paniers. Avant, ils enterraient les morts sous les maisons. Et des jeunes habitent encore au village ? La plupart des habitants sont âgés. Il y a 46 familles et elles sont organisées selon la logique de leur cérémonie. Et qu'est-ce qu'il y a dans leur panier ? Les vêtements de leurs ancêtres. Avant, ils enterraient les morts sous leur maison et maintenant ? Quand les colons japonais sont arrivés, ils leur ont interdit d'enterrer les morts sous leur maison. Donc, ils ont été enterrés à l'extérieur du village. Maintenant, la plupart ont été convertis au christianisme, mais ils n'étaient pas assez nombreux pour permettre à des églises de prospérer dans le village. Donc, finalement, leurs traditions d'avant le christianisme sont restées vivaces. Les jeunes apprennent la langue Thao. Les rituels se maintiennent. Ils ont encore 6 femmes chamanes. Je pense que leur culture ne disparaîtra pas. Chaque maisonnier est responsable d'un rituel, qu'il soit en lien avec la chasse, l'esprit des ancêtres, etc. Il y a des cérémonies tout au long de l'année et la manière dont les maisons ont été construites est liée à cela. Bien sûr, les personnes âgées nous quittent petit à petit. Les jeunes essayent de reprendre le flambeau. Le problème, c'est que les Thao sont très peu nombreux. C'est pour ça que le village est si important pour eux. C'est crucial pour qu'ils puissent préserver leur culture, leur langue, leurs rituels. C'est pour ça qu'on l'a reconstruit très vite. Mais à l'époque, avant le grand séisme de 1999, vous construisiez des usines de semi-conducteurs. Comment est-ce que vous avez atterri ici ? Ah, ça, c'est par des amis, des vilains amis. Et après avoir commencé, j'ai continué. Et ça a changé votre vie ? Oui, c'est sûr qu'il a fallu changer de vie pour faire ça. Maintenant, je vis plutôt à Taïwan, mais avant, j'étais souvent en Chine. On a de moins en moins de projets en Chine car ils ont beaucoup d'argent. C'est notre principal problème. Il y a trop d'argent en Chine. Quand on construit avec les communautés locales, pour pas cher, le responsable du bourg trouve que c'est pas mal. Mais au-dessus de lui, ils disent « Allez, on rase tout et on reconstruit en plus cher. » Ils ont trop d'argent. C'est vraiment incroyable. C'est ainsi que s'achève cette interview décapante qui donne du grain à moudre. Encore un grand merci à Xie Yingjun d'avoir pris le temps de me recevoir et de discuter si longtemps alors qu'il a de nombreux projets. C'est aussi important de pouvoir diffuser une émission en français sur cet architecte non conformiste qui sort des sentiers battus. Il est peut-être juste un peu en avance sur son temps, mais un jour viendra peut-être où ce type de construction écologique, sobre, abordable et réalisée par la communauté se répandra. À la semaine prochaine pour un prochain épisode des Joies de l'éco-construction. You